Bien, bonjour à tous. Et comme tous les vendredis, c'est le BMG, le boucantage médiatique avec nos confrères et une consoeur. Bonjour Nathalie. Bonjour, résistante. Oui, Jean-Claude qui sortit juste Bastet. Bonjour. Et nos deux incontournables, le duo, ils sont condamnés. Olivier et Jacques. Bon, alors aujourd'hui, bien sûr, on parlera de beaucoup de choses, mais avant, je vous donne rapidement les titres de l'actu. La carte de jouvence, on va en parler plus tard avec Charlie Dagonia. La relance au niveau des agrumes, le citron, vous savez, le problème du citron qui se pose depuis plusieurs années. On va le régler, le CIRAD est sur la question. On a fait une visite de la centrale solaire et puis le contrôle des bus scolaires. Voilà ce qui fait l'actualité. On va recevoir plus tard Manixia Antitica comme tous les vendredis et Marilène Ferdi qui parlera un petit peu, qui va décrypter un petit peu le carnaval. Alors messieurs, cette semaine, on a beaucoup parlé d'Ayotte encore une fois, mais c'est... Messieurs et dames, oui. On a beaucoup parlé d'Ayotte encore une fois, mais parce que c'est lui qui passe à l'attaque. Ensuite, il y a le problème du SMAG, le syndicat de l'eau. Est-ce que Ferdi va baisser la pression ou est-ce que la pression va monter avec les syndicats? La question est se poser. Le problème de la canne, on croyait que tout était réglé, mais finalement la campagne n'a pas encore réellement démarré. Et puis Trump rejoue la carte de l'impérialisme des années 70. Il veut dominer partout. Je me demande même s'il ne va pas venir en Guadeloupe dire que la Guadeloupe c'était. Vous savez que en 1940, pendant la guerre, les Américains ont failli prendre la Guadeloupe. Hein. C'était tout juste. Vous ne savez pas ça, c'est dans notre histoire. Et puis Bérou, est-ce que Bérou a fait exploser la LFI et le PS? La question se pose. Alors, on va commencer par Ayotte et la vie chère. Il a envoyé son courrier. Je ne sais pas si vous avez lu le courrier. Est-ce que vous avez été convaincu? Jean-Claude. Je n'ai pas lu le dernier courrier qu'il a envoyé, mais c'est un peu de la même veine de l'argumentation générale que le groupe Ayotte et l'ensemble des groupes parce qu'en fait, présentent à chaque fois. Oui. Et d'ailleurs, je me rappelle que j'avais écouté, alors pas la première, mais la deuxième table ronde organisée avec le EOPAC, et ainsi que son audition lors de la commission parlementaire dont le rapporteur était le député Ajar. Et à chaque fois, on a presque envie de pleurer, quoi. Oui. C'est-à-dire que lorsqu'on écoutait le fils Ayotte, Stéphane, oui. On avait vraiment l'impression que c'était des pauvres. Oui, c'était des pauvres. et pourtant, le problème dans la grande distribution, bon, effectivement, c'est un problème qui touche tout le monde. Mais là où ce groupe-là en particulier réalise des marges qui sont scandaleuses, c'est dans l'automobile. Actuellement, en Guadeloupe, l'année dernière, le groupe Ayotte possédait 43% du marché de l'automobile à Guadeloupe, et ils sont passés à 47%, c'est-à-dire quasiment la moitié. Ça n'existe nulle part ailleurs dans l'Union européenne. Ouais. Dans n'importe quel autre territoire, l'Europe aurait déjà exigé que le groupe soit démantelé. Chaque fois que ça arrive, que ce soit dans l'Est de la France, pour les supermarchés, que ce soit dans le marché du jambon, c'est déjà arrivé plein de fois que l'Europe exige que des alliances ou des groupes qui deviennent trop importants soient démantelés. Et on a vu, alors, comme ils ont déposé leur compte, enfin, on a pu faire des analyses. Ouais. Et les taux de marge sont exorbitants. Alors, ils ont un taux de marge moyen autour de 34%, alors que pour des groupes similaires, c'est plus autour de 18%. Ouais, mais ce qu'on ne dit pas, c'est que ça, c'est une moyenne. Ouais. Parce qu'en réalité, dans l'automobile, ça frise les 45%. Ouais. Il y a des marques, il y a des concessionnaires en France qui font à peu près 8-9% de marge. Ici, ils sont à 22, 23, 24%. Ouais. Ouais. Parce qu'ils sont monopoles. Et ils ont un double monopole ici. Ils ont un monopole sur les marques, parce que quand vous achetez, vous êtes dans la région parisienne, vous achetez une Renault, vous pouvez aller faire l'entretien de cette Renault chez 4, 5, 6 concessionnaires en Île-de-France. Ici, vous avez un seul concessionnaire. Voilà. D'accord ? Donc on n'a pas le choix. Mais en plus de ça, ils possèdent, en Guadeloupe, ils possèdent presque, je crois, 17 marques, ou 16 marques. 17, on m'a dit. Bon. Donc ça veut dire que si vous êtes dans une gamme de voitures,
et vous voulez acheter, je sais pas, bon, je dis ça comme ça, une Mégane, bon, vous ne pouvez pas l'acheter, vous voulez acheter une voiture similaire chez Toyota, etc. Mais c'est toujours le même groupe. Ouais. Et on ne peut même pas acheter de BMW en ce moment. Je sais que vous êtes un fan de BMW. N'est-ce pas? Oui, bien sûr. C'est BMG, c'est pas BMW. Oui. Non, mais je ne sais pas si ça va changer grand-chose. Déjà, on en a parlé la semaine dernière. Oui. J'estime qu'on a demandé au groupe de déposer ses comptes. Je veux dire, l'administration fiscale ou l'administration, le gouvernement, a les comptes d'Ayotte. Donc on leur demande de déposer les comptes, mais enfin, ils avaient déjà ces chiffres. Mais Nathalie, les services fiscaux, ils ont une obligation de réserve. Oui, de confidentialité. Ils sont là, ils voient, vous avez fait tant de bénéfices, vous êtes taxé à temps. Mais ce qui est intéressant pour nous, pour le public et pour la presse, c'est de pouvoir analyser, pour voir effectivement s'il y a des marges qui sont exagérées. Parce que le problème, c'est celui de la vie chère. Je suis tout à fait d'accord. Comment on fait pour lutter contre ce monopole? Parce que c'est le monopole qui crée. Oui, mais regarde, aujourd'hui. Non, je disais ça parce que finalement, l'administration française a les comptes, a les chiffres. Et les députés européens, puisque tu parlais de l'Europe, les députés européens sont montés au créneau, porté plainte contre justement ces monopoles et ce monopole. Donc, bon, ils ont déposé leur compte peut-être. Je n'entends pas plus les politiques des départements et territoires et collectivités d'outre-mer monter plus au créneau. Pour ça, on ne les entend pas, ils sont peut-être un peu silencieux, je trouve. Cette histoire d'analyse des chiffres. Mais ils ont les chiffres depuis longtemps. Mais eux ont les chiffres depuis longtemps. Ajar avait sorti les chiffres. Non, Ajar, il faut savoir que la commission parlementaire, des députés, n'a pas les mêmes pouvoirs qu'une commission parlementaire du Sénat. Oui. D'accord ? Là, c'était les députés. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, ils ont demandé au groupe Ayotte, mais pourquoi vous ne déposez pas vos comptes, vous préférez payer les amendes? Et lui, il se réfugiait derrière le secret professionnel, en disant qu'il ne veut pas que ses concurrents sachent exactement ce qu'il fait, ce qui est complètement illégal. Est-ce que, à votre avis, le combat pour la vie chère, c'est le combat essentiel en ce moment en Guadeloupe? Oui, pour le Guadeloupéen. Pour le Guadeloupéen, c'est le combat essentiel. Plus que l'eau? L'eau est une priorité, l'électricité, mais le combat de la vie chère, c'est le quotidien. On ouvre le porte-monnaie tous les matins pour aller voir si on peut s'acheter une baguette de pain. Donc c'est un combat essentiel. Mais pour répondre à la première question, je ne sais pas s'ils ont convaincu, parce qu'ils étaient aussi, Stéphane Ayotte était aussi en direct pendant un moment sur Martinique Première. Oui, on a vu. Radio, et ils sont à l'offensive. Le groupe Bernard Ayotte voilà, ils ont même porté plainte d'ailleurs. Sur tous les plans, que ce soit en communication, que ce soit sur le plan judiciaire, que ce soit au niveau du bras de fer politique lancé contre Manuel Valls ou contre le gouvernement. Il y a une offensive en tout cas qui est lancée. Et je pose la question des autres groupes existants. Est-ce qu'ils vont eux aussi déposer leur compte? Bon, mais le problème de la vie chère, il est général. J'ai vu que aux Bahamas, par exemple, qui est un pays un territoire indépendant, hein, ils sont dans une démarche aussi pour lutter contre la vie chère. Le Premier ministre Philippe David il a fait une déclaration, puisque 80% de tout ce qu'ils importent vient des États-Unis. Ils se disent qu'il faut diversifier, il faut aller au sud pour faire baisser le coût de la vie. Parce que c'est clair que maintenant, l'écart entre le pouvoir d'achat des gens et le prix sur le marché devient difficile. Alors chez nous, c'est compliqué parce qu'effectivement, on est dans une île avec une situation de monopole, de groupe, à qui on peut toujours reprocher d'être trop cher. Mais enfin, quand vous êtes en situation de monopole et que c'est vous qui vendez, vous êtes là pour faire du profit, vous n'êtes pas là pour faire vous n'êtes pas là pour faire du solidaire. Donc la question qui se pose maintenant, c'est quelle est la capacité des pouvoirs publics, de l'État particulièrement, pour à la fois imposer le respect d'un certain nombre de normes et les faire appliquer, parce que c'est tout le problème, il est là. Comment vous faites, en fait, lorsque c'est une situation de monopole, que les gens ne sont pas obligés de faire, que les contraintes, ils préfèrent payer des amendes. Alors c'est un souci. Et puis il y a la dernière question qu'on doit se poser aussi, c'est le consommateur, parce que dans l'absolu,
on attend toujours, on voit ce qui se passe dans certains pays dits, enfin c'est plus des pays de l'Est géographiquement, mais on a vu l'exemple de la Croatie, où les gens se disent, bon mais on fait autrement, on va pas acheter, on fait ci, quand c'est trop cher, on fait pas. Je crois qu'il y a aussi un jeu aussi avec la personne qui vend, la personne vend en fonction de ce que vous achetez. Si effectivement vous arrêtez d'acheter, là, il va baisser les prix, il va faire autrement. Oui, mais c'est un jeu. Jacques Dancal, j'ai envie de dire... C'est difficile à faire. Non seulement c'est difficile à faire, parce que de A à Z, le groupe GBH a tout. Donc, bien sûr, je peux faire de la résistance et ne pas aller dans les hypermarchés, mais de toute façon, les produits qui vont rentrer dans la distribution ou dans, je sais pas moi, le tri ou n'importe quoi, ils sont à tous les postes. Donc, on est condamné définitivement. Non, on est à tous les postes. Donc, même si je vais dans une petite épicerie ou un lolo, c'est pas le lolo qui fait rentrer les produits. Hein. Ouais. Alors, c'est une négociation. Comment on peut faire pour que les décisions qui sont prises, parce qu'on a vu, il y a eu des accords qui étaient, ils s'étaient engagés. Mais c'est pour ça que ça monte jusqu'en Europe, je pense. Voilà, actuellement, là, on est dans on ne comprend même pas que un groupe, en fait, économique, soit pratiquement en guerre contre l'État actuellement, parce que non seulement il y a les gens dans la rue, vous avez des élus, et maintenant vous avez un ministre, vous avez l'État, vous avez l'Europe, tout le monde s'y met, et on voit qu'ils résistent. Hein. Donc s'ils résistent, c'est que c'est pas si facile que ça de faire baisser les prix. Ah oui, oui. Et de les faire payer. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai donné tout à l'heure l'exemple de l'automobile. Oui, mais de la Commission européenne, parce que c'est arrivé lorsque le groupe Carrefour a acheté Continent, ou est-ce que quand le groupe Auchan a acheté le groupe Cora, ils se sont retrouvés, par exemple, dans l'Est de la France, avec près de 34% des parts de marché. L'Europe leur a dit négatif. Vous devrez vendre des supermarchés. Donc ce sera l'Europe qui va... Donc, si la France... Auchan a fermé en Guadeloupe. Auchan aux Zambie, ça a fermé. Oui, si la France ne peut pas, il faut que l'Europe impose. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la communication du groupe Bernard Ayotte, il y a un chiffre qui est tout le temps, enfin 3 chiffres qui sont tout le temps donnés, presque 5 milliards de chiffre d'affaires, 200 millions de bénéfices et 19 000 salariés. C'est répété tout le temps. Il y a une sorte de chantage. C'est un chantage qui ne dit pas son nom. Ça, c'est de bonne guerre. Oui, on ferme Ayotte, donc il y a 19 000 personnes qui sont au chômage. Et puis il y a le problème aussi de la concurrence, c'est-à-dire qu'une autre structure veut s'installer, mais il faut quelqu'un sur place qui a les moyens pour pouvoir installer. Le problème, ce sont toujours les mêmes qui peuvent. Alors il faut dire aussi que, comme on dit en créole, on est en boutage à Étienne, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une surchauffe, où on est au bout de la capacité aussi de ce marché-là. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr qu'on pourra continuer avec des tels prix, avec des tels marchés, parce qu'on est au bout du marché. C'est comme je citais l'exemple de la voiture, on est à 246 000 véhicules. En Martinique, ils sont à 270 000. Ouais. Et la population n'a pas augmenté, on est au bout de quelque chose. Donc ça veut dire qu'il faut renouveler le marché. Et même les groupes eux-mêmes économiques doivent se poser la question aussi. Il faut continuer à croître, il faut continuer à vendre, mais avec qui on le fait et avec quels moyens. Alors, deuxième sujet, sur lequel on va peut-être passer vite, c'est la fausse grève du syndicat de l'eau et en même temps la résistance de monsieur Luizy. Ils sont encore en grève, hein? Oui, ils sont toujours en grève. Enfin, ils sont en grève, oui, mais enfin... C'est pas une fausse grève, eux, ils sont en grève. Ils sont en grève, mais en fait, tu as de l'eau chez toi? De temps en temps, non, ça manque. À France-Antilles, on n'en avait pas en début de semaine. Mais nous aussi, on a eu en début de semaine. Parce que Petit-Bourg et Bémao, ce sont 2 communes, 2 villes qui ont été fortement impactées par ça. Donc ils sont en grève. Bon, et Luizy ne veut pas baisser les... Luizy, c'est pas qu'il ne veut pas baisser les bras. Je veux dire, Luizy... Il dit que c'est pas lui. Dit qu'il a une administration, il est président, il a donné des ordres, c'est après à l'administration de mettre en musique ce qu'il a dit. Donc il a décidé qu'aujourd'hui, on va respecter les choses, on va respecter la hiérarchie, c'est comme ça. Après, nous, on a toujours besoin, mais il faut envoyer un tel, il faut en parler, bail. Oui, par exemple, le maire, ou nous, on trouve devant Potao, mais là, papa, mais non, c'est lui qui doit régler le problème. Donc il faut qu'il voie Luizy pour leur parler. Pourquoi ? Là, on a réglé le problème, soi-disant, de la mutuelle, que je trouvais... quand on vient dire à la population qui n'a pas d'eau, oui, mais on a un problème de mutuelle, ça va coûter 300 000 € si on change et si on refait le marché. Enfin, je veux dire, à un moment,
on n'est pas censé, on n'est pas raisonnable, on ne peut pas parler il dit sans... que les comptes du SMAC ne sont pas... D'ailleurs, il dit, hein. Oui. Il a parlé encore des voitures, j'ai entendu sur Guadeloupe la Première à la radio, il parle de 290 voitures pour 500 personnes, il parle de tout ce qui dépasse et qu'il a besoin de remettre les choses à plat et de revenir en arrière. Et il dit qu'il ne va pas lâcher. Sinon, fin 2025, il n'y a plus de SMGE-AG et surtout, l'État reprend la main et on va encore dire que nous, on ne sait pas régler nos affaires. C'est le chien qui se mord la queue. Après, oui, il est un petit peu, peut-être un peu têtu, un peu... Non, moi j'ai dit que c'était comme ça. Et en face aussi, on ne veut pas plier. Mais en même temps, est-ce que c'est pas une guerre de communication? Parce qu'à la limite, on est tenté de dire que ça fait un moment que Virgile Luizy est dans l'administration de l'eau. Oui. Il a d'ailleurs été vice-président. Il a été vice-président, il était au début du siècle. Donc quelque part, on peut se demander est-ce que c'est pas une guerre de communication? Parce qu'il n'y a rien de nouveau sur les comptes de SMGAG. Ça avait été déjà dénoncé dans un... D'ailleurs, l'État lui a répondu ça avait déjà été dénoncé dans un précédent rapport. On connaît la situation. Après qu'on présente les chiffres sur les voitures, etc., peut-être que c'est excessif, mais ça n'est pas un bon indicateur non plus. Mais non, donc, on se dit c'est vraiment une guerre de communication. On avance une situation difficile pour contrer des demandes des grévistes, mais en réalité c'est pas comparable. Ce que les grévistes demandent. Mais pendant ce temps, la qualité de l'eau ne s'améliore pas. C'est peut-être excessif ce qu'ils demandent, mais bon, ça ne leur est pas opposable. De toute façon, il faut leur dire non, on peut pas pour la mutuelle, peut-être. Mais c'est pas parce qu'il y a 50 millions en moins, les difficultés ne sont pas nouvelles. Je ne suis pas sûr que les déclarations actuelles vont les régler, parce que de toute façon, il faudra faire avec, on le sait bien. Le problème de l'eau n'est toujours pas résolu. Mais oui, c'est difficile, il faudra faire avec. Il faudra faire avec. Je ne pense pas que ce soit à l'ordre du jour de laisser tomber, de redonner à l'État qui n'en voudra pas de toute façon. S'ils nous ont obligés à faire un syndicat mixte, c'est bien pour ne pas reprendre. Je pense que certains grands groupes du type la Générale des Eaux seraient... Oui, peut-être pour revenir, mais derrière le SMGAG, peut-être. Oui. Mais non, mais le problème de l'eau n'est pas résolu, il n'est pas en voie d'être résolu. Enfin, de ce que je vois, la qualité de l'eau, le traitement des eaux usées, c'est un gros problème ici. La plupart des rivières aujourd'hui, la mer commence à être polluée. Il est plus grave que le manque. Et on a vu ce qui s'est passé à Mayotte. En quelques jours, on a dit, bon, nous allons régler tout le problème de l'eau. Finalement, des informations de Mayotte, les problèmes ne sont pas résolus. Il est déjà 53. Rapidement sur la canne, qu'est-ce qu'on peut dire? La récolte va démarrer ou pas finalement? Normalement, elle est prévue lundi 10 février. Alors, mais en fait, on sait très bien qu'il n'y a pas eu d'assez de réunions, qu'on ne s'est entendu sur rien. Les NAO n'ont pas été résolus. Voilà, simplement, oui, les NAO aussi, mais simplement, il y avait les élections pour la Chambre d'agriculture. Donc, la plupart des organisations qui étaient candidates se sont dit, bon, c'est pas le moment, il faut qu'on montre qu'on est magnanime, qu'on est en train de faire et que ça avance grâce à nous, chacun disant que ça avançait grâce à eux. Mais dans la réalité, on savait bien qu'il n'y avait pas grand-chose de fait, qu'on démarrait sur la situation de l'année dernière avec un début de négociation. La seule chose on aurait pu se dire, bon, les gens sont de bonne foi, ils ont envie de faire quand même pour ne pas perdre. Non, mais c'est parce que beaucoup aussi ont perdu. Les choses n'ont pas changé. Non, mais beaucoup de planteurs ont perdu quand même. Le traumatisme de l'année dernière est quand même encore bien présent. Et puis il y avait les élections. Là, on a les résultats. Donc on sait le président demeure en place. Oui, tout à fait, largement d'ailleurs, quand on regarde les résultats. Donc ça veut dire qu'il y avait un temps d'attente. Alors maintenant qu'il y a une chambre d'agriculture qui va être installée, alors peut-être que le mouvement va revenir. Voilà. Ouais. Bon, allez, il est 54. On prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure. On va parler de Troyes, on va parler de Bérou, du LFI. Et c'est pas qui a vu Olympe? Moi. Toi? Ah oui, c'est vrai. Je sais que tu l'as vu. Ah, c'est chez lui? C'est de le voir demain. C'est demain. Moi, je l'ai pas encore vu. Il y a une séance demain, une séance supplémentaire. Par contre, j'ai vu la petite pièce avec Josette. Du beau cantage avec nos confrères présents aujourd'hui, Nathalie Dinane, Jean-Claude Rode, Jacques Dancal, Olivier Lancien qui sont là, incontournables. Et Jean-Claude a vu Olympe, il veut nous en parler, je le sais. Alors, deux petits mots quand même. Ah oui, la pièce mise en scène par Franck Sanin, enfin Franquito. Et vraiment, Firmin Richard a été exceptionnel parce que c'est vrai que
En plus, nous, on a un peu l'image de Fiumine dans des comédies, des choses comme à ça. succès, sur le grand écran et tout. Et là, elle a fait montre vraiment de son talent d'actrice. Bon, c'est pas non plus sa première fois sur les planches. Hein. Elle a déjà joué quand même quelques pièces. Oui, mais là, elle est seule. Là, c'est un monologue d'une heure, presque 1h30. En plus, elle était accompagnée par 2 musiciens. Monique Ratéon. C'est lui qui a composé donc, la musique. Et d'après ce que j'ai compris aussi, c'est lui en fait qui avait mis cette petite idée de faire quelque chose sur Olympe de Gouges, parce qu'il est de Montauban. Il habite Montauban depuis 30 ans. Voilà, il vit là-bas. Or, c'est la ville de naissance d'Olympe de Gouges. Et ce qui est intéressant, c'est que la veille de la prestation qui s'est déroulée à l'Archipel, donc le samedi, donc la veille, il y a eu une représentation pour les lycéens, qui ont d'ailleurs la pièce d'Olympe de Gouges, sa première pièce qui a été jouée à la Comédie Française, qui parle de l'esclavage. Et cette pièce-là est au programme des lycéens. Alors j'avoue que je ne connaissais pas Olympe. Tu connaissais Olympe avant? Oui, parce qu'il y a une rue à Saint-Claude. Hein? Tu as vécu à Montauban? Non, pas du tout. Mais j'en avais déjà entendu parler. La voyageuse de petits mots. Mais très belle pièce avec Josette Martial. Là aussi, c'est une performance en solo, hein, sur scène, avec des textes pour la plupart tirés. Donc, les 7 voyages de Marie Scondé. Toute seule, avec un fond musical quand même, quelque chose de très bien monté, mais c'est une pièce qu'il faut voir. Donc il y a du bon théâtre en Guadeloupe alors en ce moment. Oui, il y a du très beau théâtre en ce moment en Guadeloupe. En tout cas, on passe c'était un moment très très agréable. Alors si vous n'avez pas encore vu Olympe, c'est joué demain soir, Nathalie. Oui, c'est bien, vous allez retrouver ça évidemment dans mon agenda. Ce même week-end, il y a eu c'était un festival de piano classique qui s'est déroulé à l'auditorium le samedi et le dimanche à la cathédrale, avec des voix magnifiques. Notamment le dimanche à la cathédrale, et ceux qui ont été absents comme moi, on le regrette encore. D'ailleurs, tous ces rendez-vous, vous pouvez les retrouver quand même dans mon agenda tous les vendredis. Voilà. Hein. Alors, on va faire la revue presse rapide comme d'habitude. On commence par France Antilles, je crois. Oui, j'ai envoyé 2-3, mais bon... Alors, à la une de France Antilles, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? À la une de France Antilles, vous avez... François Navy se laisse pas impressionner. Nous avons les pages spéciales, parce qu'une fois par mois, nous sortons quand même un journal pour les îles du Sud. Oui. Vendus aux Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade avec leur une spéciale. Et en Guadeloupe, vous allez retrouver ces 7 pages spéciales à l'intérieur. Oui. Et là, c'est spécial Marie-Galante. Donc, spécial Marie-Galante. Vous avez aussi de la correctionnelle. Avec le président du conseil départemental. Oui, mais avec ce collège baptisé Alex Falémé. Oui, tout à fait. Ça, c'est en une. Alors, France Antilles, ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Alors, oui, loisirs, culture. Mais surtout, non, mais il y a aussi notre loisirs et culture, donc avec notre agenda que vous allez retrouver tous les vendredis et tous les rendez-vous sur toute la Guadeloupe. Évidemment, on est en période de carnaval, donc nous avons tout un week-end, particulièrement le week-end de Mascaclé, le week-end culturel, mais vous avez aussi le MAG qui accompagne votre journal, avec en une, que vous allez voir affiché, n'est-ce pas, dans pas longtemps, Alex Catherine qui va vous chanter l'amour le vendredi 14. Il est notre invité ici mercredi, donc il va chanter. La suite, alors, qu'est-ce qui vient après? Je crois que Justice, journal du Parti communiste, le plus vieux journal de la Caraïbe, 100 ans, il est même plus vieux que l'Advocat News de Barbade. La Martinique, elle dit aussi se centrer sur elle-même. Bon, la vie chère. Alors, un de ces jours, on va l'inviter, le responsable de Justice. On continue la revue. Progrès social. Oui, l'usine centrale. Alors, tu es allé là-haut? Oui, alors explique-nous un petit peu à quel point la structure elle-même, elle est quasiment terminée. Là, ils sont en train maintenant de faire entrer les machines. Donc la livraison de la structure est prévue, je crois, fin mars, pour une mise en service, peut-être, à la rentrée scolaire. D'accord, oui, bien sûr. Parce qu'il faut le temps de prendre en charge les différents process et former le matériel. Donc finalement, la vraie question que pose cet outil-là, qui est une très bonne idée, c'est de savoir comment le monde agricole, les agriculteurs, vont être en capacité d'alimenter de manière régulière, permanente, un tel outil. Parce que c'est prévu que normalement, ils puissent traiter à peu près 10 000 repas
Alors, ce n'est pas des repas. C'est pour toute c'est la des Grande Terre ou bien préparations. pour toute la Guadeloupe? Alors, dans un premier temps, c'est le Nord Grande Terre. Donc, Oui. c'est les collèges, les écoles, éventuellement des cliniques ou ce genre de choses. Et par la suite, ils envisagent de pouvoir étendre la production jusqu'à 50 000 Donc, sur l'ensemble de pour toute la Guadeloupe, ou des EHPAD ou des... Alors, il y avait une des course entre l'usine centrale et le projet de Cap Excellence, vous savez la GoPark. La là. la La GoPark. GoPark. Alors, qu'est-ce qui va gagner finalement? C'est pas une histoire de Je gagner, pense parce que- qu'avec la ouais, circulation... c'est pas tout à fait pareil. C'est pas les deux, c'est deux pas projets tout à fait totalement pareil. différents. hein, C'est pas- différents. c'est pas tout à fait Mais pareil. ce sont des projets quand Mais même en qui tous les s'appuient sur cas- le monde agricole quand même. hein. En tous les cas, voilà, tout va dépendre de la capacité du monde agricole à se structurer Oui. Et à fournir. À et à produire, produire, parce qu'il faut produire de manière régulière. Ouais. Et puis là, vous entrez dans des schémas de... Comment dire c'est presque une économie... c'est une économie encadrée. Oui. C'est pas je fais un coup de tomate, je fais un coup de laitue, je vais le vendre au Parce que bord c'est de notre route gros sur le problème marché. ici, hein, c'est la Voilà, régularité. il faut que ce soit régulier. Ouais. Et c'est vrai que cette question-là, elle est tellement prégnante, c'est que, vous savez, ils ont lancé un appel à projet pour la gestion de la structure. Et il n'y a aucun privé qui a répondu. Alors, est-ce que l'usine centrale, c'est l'autonomie alimentaire ou l'autonomie cuisinière? Bon, c'est une question, je ne sais pas trop quoi répondre. Oui. Mais au fond, peut-être qu'on parle juste de préparer de faire des préparations pour les repas, parce que les repas vont être cuisinés vraiment dans les cuisines centrales décentralisées. Mais c'est surtout le fait de pouvoir organiser tout l'amont, tout ce qui est avant cette structure-là, de manière à ce qu'on puisse fournir en fruits, en légumes, de manière en fonction des saisons, mais de manière régulière, pour éviter, qu'elle doive fermer pendant certaines périodes, et surtout, éviter qu'elle soit amenée à importer des produits. J'allais poser la question, est-ce qu'on a la capacité justement, au jour de d'aujourd'hui, je ne suis production? pas sûr. Ouais, Mais il faudra que, de toute façon, le monde agricole, je pense, est condamné à entrer dans ce genre de dynamique. De toute façon, avec les jeunes agriculteurs, ils font des études, Voilà, ils c'est sont ça, maintenant de plus en plus formés et au budget, à la production. Mais oui, mais est-ce qu'ils ont les terres nécessaires pour la production? Eh ben, il va falloir... Il faut que il y tout a une étude cela de se marché mette quand en même. place. Oui, parce que logement, on n'arrête pas de parler d'autonomie alimentaire. Le conseil départemental a Avec son 10 000 projet papillon. 10 000 hectares de terre qui ne sont pas tout à fait distribués. Donc, c'est sur la Ils question. ont beaucoup plus. Plus que ça, plus Ah que oui, 10 000. beaucoup plus. Moi, c'était le Mais chiffre. de terre qui soit directement exploitable, je crois qu'il y a 18 000 hectares. Ouais. Mais le patrimoine foncier du 28 000. département, c'est beaucoup plus. Bien, alors on verra, on va attendre. Alors la suite, nouvelle semaine de cette semaine, drone ou pas drone, telle est la question. C'est pour surveiller quoi? Alors, c'est le grand débat, c'est l'épandage en fait. Hein. Il y a un débat actuellement où les agriculteurs qui prônent l'utilisation des drones qui permettent d'avoir un traitement chirurgical, en fait, notamment pour la cercosporiose, pour que le produit soit directement dans le bananier et éviter des épandages massifs. Mais il y a beaucoup de questionnements parce qu'on se dit que même avec l'utilisation des drones, bon, il peut y avoir de la dispersion. Il y a des rapports qui disent que bon, il vaut mieux faire de l'épandage comme d'habitude avec l'asperceur classique à pompe, ou alors envisager d'autres solutions culturales pour éviter d'utiliser les pesticides, parce que fondamentalement, on ne sait pas ce que ça peut avoir comme conséquence après, surtout qu'en plus, on a la fusariose, il y a d'autres choses qui peuvent venir plus tard. Donc il y a un questionnement à propos des drones, même si c'est vrai que c'est quand même plus avantageux que l'avion, ça c'est clair. Alors je ne sais pas si tu as c'est un hasard, parce que les drones vont être utilisés pour le carnaval, tu es au courant? Alors je ne sais pas si tu l'as fait exprès ou c'est un hasard. Mais ils ne vont rien lâcher. Ils vont rien lâcher. Parce que le carnaval devient de plus en plus dangereux en ce moment. Oui, tout à fait. Il faut le sécuriser, donc les policiers vont essayer. Je ferai juste un petit clin d'œil. Il y a un ouvrage qui va sortir aux éditions Jean-Benoît Desnel sur Gilbert de Chambertrand. Ah bon? On en parle, c'est surtout parce qu'il fut en dehors d'être poète écrivain, il fut journaliste et caricaturiste. Oui. Il y avait à l'époque un ouvrage de caricature sur Pointe-à-Pitre. Ils vont en reparler à l'occasion de la sortie. Qui sort cet ouvrage? C'est une édition, c'est Jean-Benoît Desnel. Desnel, oui. Et la préface est de Georges Bouédan.
Bien. Et il y a la caricature de Macron. Non, ils ont évité. D'accord. Oui, deux petits mots sur l'affaire Macron, peut-être Avec la coupé. caricature. Ah oui, oh là là, mon Dieu. Je crois qu'il y a certains qui sont Charlie à certains moments. Quoi. Voilà, Oui, c'est ça. voilà. Et pas longtemps. C'est incroyable, Voilà. ça. Oui, c'est très curieux. Bien, alors, parlons un petit peu de Trump. Ah non, il y a le dernier journal, excusez-moi, Nouvelles Étincelles, le Fonds international de décolonisation, on en a parlé la semaine dernière, on a vu un petit peu l'île, c'était là, et il y a un fonds international, mais il n'y a pas de fonds national, c'est-à-dire pour l'instant, en Guadeloupe, il n'y a pas encore de fonds, mais le fonds existe, et il y a de plus en plus j'ai envie de dire, de bagarres diplomatiques entre l'Azerbaïdjan et la France, vous êtes au courant? Oui, mais on a oublié aussi que c'est aussi parce que l'ennemi de l'Azerbaïdjan avait été à l'époque soutenu par les Français. Mais oui, l'Arménie. Et je me pose la question, est-ce que demain, quand le problème sera résolu entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, est-ce que l'Azerbaïdjan va s'intéresser à nos pays? Bonne question. Peut-être que les deux vont s'intéresser à nos pays. Ah, peut-être ils vont s'allier. Bon, alors, Trump, il y a beaucoup de choses à dire sur Trump. Beaucoup de choses à dire, mais d'ailleurs... Le Panama lui appartient, le Canada lui appartient, maintenant c'est Gaza. Donc là, oui, d'ailleurs, c'est la une du Monde, parce que vous savez qu'on imprime à France Antilles Le Monde, et c'est la une du Monde, honte de choc mondial face au plan Trump. Et il disait qu'il y avait un plan de nettoyage ethnique de la bande de Gaza. Donc voilà, il y a un papier, enfin un dossier là-dessus dans Le Monde qui sort aujourd'hui. Oui, comme vous dites, il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, il a... Mais non, mais qu'est-ce qu'il lui prend, Trump? C'est normal que... Vous pensez que c'est normal qu'il... Il a 4 ans. Il a décidé que, voilà, de remettre le monde entre les mains des États-Unis. Mais non, mais quand il a dit qu'il reprend le Canada, il prend le Groenland, il prend le Panama... Tout ça lui appartient. Ouais. Bah, écoutez, c'est les autres justement chefs d'État qui sont encore un peu silencieux. Alors, est-ce qu'ils attendent de voir la réalité et d'étudier leurs frontières et d'étudier les textes avant de se manifester? En tout cas, on n'entend pas... Il ira jusqu'au bout? Tu penses qu'il ira jusqu'au bout? Oh, vous savez, Donald Trump, c'est un jusqu'au boutiste, donc il ira jusqu'au bout. Mais moi, ce qui m'étonne et m'interpelle, c'est que Donald Trump annonce une épuration ethnique dans la bande de Gaza. Personne ne réagit trop. Ça fait même les gros titres de la presse mondiale en disant que c'est peut-être une bonne idée. Trump, après l'accident entre un hélicoptère et un avion, Donald Trump a dit que c'était de la faute d'Obama et de Biden qui avait mis la diversité au sein des taux de contrôle, c'est-à-dire que les Noirs ou les homosexuels n'ont pas suffisamment d'intelligence pour piloter un aéroport. Mais est-ce que Trump va déclencher une nouvelle guerre mondiale? Ou alors est-ce que l'Europe va rester calme? Parce qu'il y a deux problèmes, il y a un problème géopolitique, mais il y a un problème économique aussi. Les rapports économiques avec l'Europe, avec la Chine. Alors avec la Chine, il s'est calmé. Parce que, en fait, ce qui le motive, c'est exactement ce que tu viens de dire, Danick, c'est l'économie. Je crois que tout ce qui concerne les relations internationales, ça doit être pris dans ce prisme-là. C'est lui, il regarde qu'est-ce que ça va rapporter aux États-Unis. Il y a peut-être un autre aspect dont on ne parle pas trop, mais je pense que ça doit aussi un peu le guider, c'est que quelque part, et je pense qu'il rêve aussi d'avoir le prix Nobel de la paix comme l'a eu Obama. Je pense que ça, vous savez qu'il y a un très ancien contentieux entre lui et Obama, parce qu'au tout début de sa carrière, de sa carrière politique, il était avec Obama. Il a été avec Obama. Les tout premiers moments. Et en fait, Obama l'avait humilié une fois à la Maison-Blanche. Et je pense que dans un petit coin de sa tête, il y a ça. Mais l'essentiel de son action, elle doit être analysée sur le prisme économique. Qu'est-ce qu'il peut rapporter et surtout où il doit faire des économies. Sur les fonctionnaires déjà. Oui, mais le problème c'est que comme c'est quelqu'un qui est un peu, comment dire, il a un tempérament un peu de taureau. Donc, il perd de vue quelquefois le long terme.
Et par exemple, la politique des taux, des tarifs douaniers, c'est une politique, tout le monde sait qu'à long terme, ça ne marche pas. Même pour les États-Unis. Ça ne marche pas. Et c'est même contre-productif. Il revient en arrière. Il est revenu en arrière sur le Canada. Oui, parce qu'il va le faire. Ça va marcher quand il a un rapport de force suffisamment important. Alors, par exemple, entre lui, je ne sais pas moi, et le Panama, d'accord ? Mais face à la Chine, ça ne peut pas marcher. Et même face au Mexique. Et même par rapport à l'Europe, qui est encore divisée, elle est un peu divisée, mais lorsque ça va commencer à cogner dans le portefeuille, les gens vont se mettre en ordre de marche et ils vont répliquer. Ils ne peuvent pas faire autrement, parce que si on ne réplique pas, ce rouleau compresseur, il va vous écraser. Et ça peut même avoir être contre-productif pour les États-Unis au niveau des relations internationales, parce que les pays avec lesquels il a lancé des bras de fer vont forcément se tourner vers la Chine, parce qu'ils vont considérer que les États-Unis ne sont pas des partenaires alors, adéquats. Peut-être pas forcément. Simplement, je pense que ce qu'il fait, en tout cas dans son idée, c'est d'entreprendre dorénavant des relations bilatérales, c'est-à-dire la mondialisation, d'accord, mais les relations, les accords multilatéraux, pourquoi ? Parce qu'en fait, ça réduit le poids des États-Unis quand ils sont noyés dans une organisation internationale. Regardez ce qu'il a fait aujourd'hui avec la Cour pénale internationale. Oui, bien sûr. Il s'y est attaqué. Sur la transition... il avait déjà dit... il est sorti de l'OMS, mais sous la Cour pénale internationale, qui a invité Netanyahou. Voilà. Donc, il a attaqué frontalement aujourd'hui, et ça va être le cas dans d'autres types d'accords. Il est sorti de l'accord de Paris, parce que il n'a pas la mémise dans ce genre d'accord. Parce que c'est quelqu'un il est pragmatique, mais il est très terre-à-terre, en fait. Et donc, il négocie, il entreprend des actions comme s'il était un businessman qui allait faire... chef d'entreprise, pour lui, les États-Unis, c'est une entreprise. C'est une grosse entreprise. C'est une grosse entreprise qu'il essaie de gérer avec ses moyens, mais il y a des risques quand même. Alors, il y a quand même deux choses. Je souscris à ce que disait Jean-Claude tout à l'heure, mais on est quand même dans une présentation qui est parfois un peu caricaturale chez lui, parce que du Mexique au Canada, c'est le même pays pratiquement qu'on regarde en termes d'intégration économique. Ils sont extrêmement dépendants. Donc, imaginer qu'il y a un conflit avec ces deux-là, ça c'est pas possible. Et puis, non, il n'y aura pas de conflit. Il n'y aura pas de conflit. Donc, l'histoire de droit de douane avec ces pays-là. Non, c'est de la communication. Voilà, il fait beaucoup de communication parce que là, il s'agit vraiment d'une affaire économique, une affaire de stratégie économique globale. Mais par contre, il y a un message qui est envoyé en permanence pour se faire passer pour quelqu'un de très dur, qui veut absolument régler les problèmes intérieurs, renvoyer les migrants. On sait très bien comment ça s'est passé la dernière fois pour les migrants. Ils ont utilisé l'argent qu'envoyaient les migrants et la taxe qui prenaient pour payer le mur, comme font les gens de Saint-Domingue aussi. Donc, quelque part, il y a un jeu qui est fait comme ça, parce que ça veut dire tout simplement qu'il représente une puissance économique, des acteurs économiques qui lui demandent de faire des choses, il les exécute. Et puis maintenant, il doit aussi donner des gages à une population qui l'a soutenu et qui voit, il désigne des ennemis, comme malheureusement il y a un petit côté fascisant là-dedans, on désigne toujours les étrangers, les autres comme des ennemis. Je crois qu'il joue là-dessus, mais l'objectif est effectivement d'essayer de voir comment on renforce l'économie américaine face aux Chinois et face aux autres. Mais d'ailleurs, il y a un film qui est sorti là qui est sorti il y a quelques années sur Trump, où on voit justement son évolution quand il est jeune, qu'il a mis le pied à l'étrier, je sais plus le nom. Appointments, enfin, il y a un truc. Mais en fait, on comprend son attitude. Ce que tu dis, Jacques, c'est juste. Et je pense que ce qui va peut-être le contraindre, bon, effectivement, au niveau des relations internationales, c'est peut-être la Chine qui a le plus de moyens de le contrer. Mais ça va être surtout, je pense, au niveau de la bourse américaine. Parce que lorsqu'on regarde, depuis sa prise de pouvoir à aujourd'hui, en l'espace de 3 semaines, la bourse a fait quasiment le yo-yo, parce que pourquoi ? Au départ, il dit, bon, je baisse les impôts, ce qui est vrai, et la bourse, ils adorent ça, les financiers, ils adorent ça, on baisse les impôts, ils sont contents, donc ça monte. Et puis après, quand il commence à s'attaquer, enfin, à dire qu'il va monter les droits de douane, là, c'est pas très bon pour la circulation des marchandises et surtout des investissements. Et donc là, tout de suite, on voit que la bourse réagit. Et
Et s'il y a un impact avec l'augmentation des droits de douane, par exemple sur le prix des marchandises qui vont augmenter, qui créent de l'inflation créant une diminution de la consommation, donc crise économique, augmentation du chômage, ça, il va se calmer. Il ne peut pas faire autrement que de faire de sinon c'est la ça. catastrophe. Oui, Olivier, C'est une économie de guerre. Il y a quand même des risques parce que c'est un discours fascisant, voire d'extrême droite. Oui. Et le fait d'être continuellement, tous les jours, à la télévision, à défier le monde, il y a un risque de contagion que d'autres chefs d'État décident de faire pareil. C'est vrai. Et ça peut être le chaos. Oui. Moi, j'ai l'impression que C'est un discours cette de année, guerre, quand même, ouais. si ça continue comme Mais ça... cela dit, il n'est Ouais. pas un guerrier quand même. Il n'est pas un Il guerrier. n'est pas un guerrier. Il Mais va c'est pas peut-être, bon pour le il va- business. Il va, Ouais, mais il va non. être dépassé peut-être. Hein? Mais moi, j'estime que d'ici le mois n'est pas- de la moitié de l'année, si ça continue comme ça, je pense qu'il y aura une Il n'est pas catastrophe guerrier, économique. mais les États-Unis, en termes de sécurité, ne sont pas très bons en ce moment. Alors, il faut se poser aussi la question de qu'est-ce qui économiquement est actuellement important. Est-ce que ce sont les multinationales habituelles qui sont importantes? Est-ce que ce sont les nouvelles, voilà, les GAFA? Qu'est-ce qui est important et où est-ce que l'économie se joue? Est-ce que ça se joue parce qu'il y a un peu d'inflation, un peu de changement à la bourse? Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qu'on veut privilégier à ce moment-là? Si les enjeux nous dépassent complètement, effectivement, c'est les GAFA, c'est le problème des satellites, c'est les enjeux, c'est la data, c'est autre chose. Ce sont les Mais il y a une grosse guerre Peut-être, il y a- informatique, voilà. enfin. au Voilà, il y a niveau une du- grosse guerre. Et si c'est ça qui est privilégié, à la limite, je pense que sur le reste, ils sont capables d'aller très loin. Il vient d'investir On peut- 500 on peut milliards sacrifier beaucoup de dans choses. l'intelligence artificielle. Artificielle. Oui, oui. Et par rapport à la Chine, avec le DeepSeek de la Chine, là, c'est une guerre qui se pose. Une guerre. Mais je vois que par rapport à la Chine, il est en train de se calmer. Parce que si on me rend compte bien que Il va être vite la dépassé. Chine est tout près. Alors, sur l'Ukraine, j'ai pas très bien compris sa position. Parce qu'il voulait arrêter la guerre, mais... L'Ukraine a des terres rares, donc il veut, moyennant l'appropriation de ces terres rares, Oui. aider militairement l'Ukraine. Tout à fait. Alors, c'est notre dernier sujet, c'est est-ce que BO a réussi à faire exploser le nouveau fonds populaire? Est-ce que le PS est out of ou bien est-ce que le PS reviendra dans ces conditions puisque le budget a été voté, la censure n'est pas passée, le RN et le PS ne se sont pas réunis comme le LFI le dit, mais en fait... Concrètement, BO a gagné. Ça ne pouvait pas durer, hein. On en a parlé la dernière Ouais, fois. ça ne pouvait pas durer. Si son objectif c'est de durer, il va forcément faire ce qu'il faut pour réussir. On a bien compris qu'il y a un déplacement, je ne sais pas sinusoïdal, je ne sais pas comment c'est, mais en tout cas, il arrive à naviguer pour rester, quitte à mécontenter un tel, mettre les gens d'accord. Et puis, ils ont au moins réussi à diviser le nouveau Front populaire. Donc, a priori, à ce moment-là, il peut durer. Et puis, les gens se disent, bon, de toute façon, juillet est tout près. C'est peut-être pas la peine de s'embêter, mais parce qu'on risque une nouvelle dissolution peut-être après le mois de juillet. On ne sait pas. Alors ce on qui dit se passe. finalement que non, il n'y aura pas de dissolution. Ou alors les élections présidentielles ne sont pas loin, on se dit bon. Alors, mais on peut être quand même un peu étonné de voir qu'on peut continuer. Donc BO Pascal était en France. Visiblement, il n'a pas l'air de... En tout cas, il s'arrangera pour passer l'été. Ce qui t'a dit oui à tout le monde. Oui, il suffit qu'il ne présente plus de 49. C'est ça. Voilà. S'il y a plus de 49. Si rien ne change, bon, a priori, il peut rester. De toute manière, le PS l'a dit qu'il fallait à la France un budget. Ouais. Parce que sinon... Mais le réalisme est soupçonneux. Oui. Mais il joue un jeu assez fin, finalement, où il navigue un peu partout et il arrive à calmer. Alors, la question, est-ce que le PS va réintégrer ou bien est-ce que le PS, à votre avis, est toujours dans le nouveau Fonds populaire au regard de ce que dit Mélenchon et compagnie? Ah non, mais visiblement pour le LFI, ça n'est plus le cas. Donc c'est très difficile. Oui, le PS est aussi oui. Oui. De toute façon, peut-être que ça les arrange aussi. Ils se disent que bon, s'ils sont de plus en plus réduits, tout le monde viendra au LFI. Peut-être qu'il y a un calcul de ce genre. Ouais. Et puis ça ne pouvait pas durer non plus. Enfin, je veux dire, des alliances comme ça contre nature, sinon tout le monde aurait été dans le même parti. Donc de toute façon, oui, on arrive au bout. Le LFI fonctionne comme s'il était le parti. Oui, c'est-à-dire que rappelez-vous le discours de Mélenchon au soir du second tour des législatives. Oui. Ben, il est apparu seul, comme alors qu'ils avaient fait campagne. Oui, ouais. Ils avaient fait campagne ensemble. Ouais.
il est apparu seul, il n'a parlé que de LFI. Je pense qu'il a réussi à se garer le premier. Oui. Et donc, je pense que les autres, en tout cas les socialistes, ils l'ont encore en travers de la gorge. Ouais. Parce qu'ils se rendaient bien compte que petit à petit, LFI allait les phagocyter. Bon, déjà, ils étaient... Alors, je signale quand même que Baptiste a voté la censure. Oui, et il l'a dit. Hein? Et il l'a dit. Et oui, il a expliqué, il a dit, il revendique. Alors, j'ai une question à vous poser, messieurs, mesdames, madame, messieurs. Alors, vous êtes Guadeloupéen ou ultramarin? Guadeloupéenne. Guadeloupéen? J'aime pas ce terme ultramarin. Ouais. C'est un terme qui est utilisé, Oui, on sait pas à j'ai quoi envie ça de dire, renvoie. dans la sphère administrative française Oui, mais et politique. on nous parle de l'ultramarin. d'une Mais manière- pareil, j'aime pas dire les Antilles. Ouais. On dit la Guadeloupe et la Martinique. Oui, et la Guyane quand même aussi. Oui, Il y a que- non, il y a c'est un que- pays. non, hein. mais Mais La l'Europe, Guyane. c'est ultramarin pour nous. Dani, il n'y a que Dani qui peut poser des questions pareilles. Oui, Mais non, non, mais il faut non, poser ces non. questions-là parce que moi je Non, comprends ultramarin, pas, que je suis noyé, hein. et un Mahorais soit pareil quand même. Les ultramarins. Nous, je crois que nous, on sait ce qu'on est. Oui. Le problème, c'est que, quelquefois, vous êtes obligé d'utiliser des termes pour que Inappropriés. d'autres personnes vous comprennent. Oui, c'est ce que je Moi, c'est une disais question quand on que est chez nous. Je ne vais même pas me poser. Oui. Je sais que je suis guadeloupéenne, Voilà. la famille guadeloupéenne. Bon, Ouais. on n'est peut-être pas Mais pareil. nos députés ne le savent pas alors. Mais si, mais Ah, c'est il bon. faut voir à généralise. qui il s'adresse. Parce qu'un député, il Oui. s'adresse à la fois à sa circonscription, il Mais à s'adresse la à la nation. Guadeloupe, Ouais, il va à la s'adresser à la la nation, nation il est député française. de la nation. Mais oui, mais sauf que il y a un linguiste qui a expliqué que ultramarin c'est égal colonie, c'est le même mot. Hein. Mais bien sûr, C'est le même Mais mot, combien c'est le même d'années mot. on a mis à sortir Mais bien sûr, métropole mais voilà, et c'est comme parler les de gens l'Hexagone? qui vous parlent de- Voilà, c'est Ouais. tout. Donc Donc, c'est mais- une évolution Nous, linguistique et sémantique. on a peut-être ce travail sémantique à faire. Regarde, je vous donne un autre exemple. C'est le Quelque travail chose des que journalistes, hein. J'ai observé depuis quelque temps. Il y a beaucoup de gens qui ne vous parlent plus de punch, qui vous parlent de rhum arrangé. Oui, oui, oui. Vous avez déjà Ouais, entendu ouais, cette ouais, expression-là ouais, ouais. C'est une expression réunionnaise. Réunionnaise. Oui, oui. Mais qui est venue ici par le biais de touristes qui ont été à la Réunion. Et Voilà. Et qui sont venaient venus ici. s'installer. Il y a Donc des c'est une gens qui- évolution du vocabulaire. Voilà. Mais sauf que oui, mais ça. on doit Tu comprends quand même un c'est punch aussi et nous rhum à faire arrangé, ce travail on est quand même dans le même circuit. d'explication et Mais- un travail pédagogique pour ça. Mais aussi, Mais les peintres, quand ils envoyaient les peintres dans les colonies à l'époque, ils disaient les territoires du lointain. D'ailleurs, c'est un genre de peinture. Mais oui. Ils disent les peintures du lointain. Outre-mer, Les lointains. Mais Jacques, Outre-mer, c'est très non, ça commence avec l'outre-mer. On le fait à 8 Mais- heures. et mais on a avant, continué à dire ça, c'était les moi. peintures du lointain. De temps en temps, ça nous amuse d'ailleurs, on dit les pays du lointain. Bon, alors. La sémantique change parce que Oui, oui. certains députés parlent maintenant de pays des océans. Pays des océans. Béatrice Bélé parle de pays des océans. Elle Ah dit ouais. plus ultramarin. Non, elle dit pas ultramarin. Ouais. Je lui ai dit ça une fois, elle m'a dit effectivement, c'est vrai. Et donc, il faut peut-être que nous aussi, on rectifie. Mais c'est comme à notre Fraisse langage, oui. maintenant. Hein? Hein? C'est vrai. Pas des esclaves. Non, une autre question pour Ouais. mes confrères. J'ai Ouais. entendu qu'à Biarritz, on avait débaptisé un quartier. Est-ce À que Négresse. ouais, la Négresse. Est-ce que ça vous dérange? Le maire a refusé. Oui, mais justement, Malgré le tribunal administratif, il a refusé. pourquoi on débaptiserait un quartier? Ben, alors, les gens qui ont posé la question disent que c'est sexiste et raciste. Et raciste. Alors, vous savez, c'est un peu ce que je disais. C'est-à-dire qu'il y a des termes. Ouais. Je ne sais plus qui Le disait. ton fait la chanson, je sais trouve. plus qui disait que le mot nègre dans la bouche de Césaire, Oui. c'est pas le même mot nègre C'est dans vrai. la bouche de Le Pen. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui vont avoir un sens, un contexte Oui. dans certaines zones, dans certaines classes sociales, dans certains milieux qui ne seront pas ailleurs. Tout à Donc, fait. bon, c'est dans quel... C'est à Biarritz. c'est à Biarritz, bon, Oui. s'ils ont considéré que c'était ça, bon... ben, Oui. Mais c'est- aux États-Unis, à la on limite, peut c'est leur le faire, affaire. on peut Ouais. pas Bah, à la dire limite, nigger, c'est leur on va affaire. dire c'est- Ouais, mais j'estime c'est très- qu'à force de débaptiser, niveau. ceux qui viennent après ne connaissent pas l'histoire. Ouais. Alors, tu es d'accord qu'on garde, je pense, au fond? Ah non, mais Mais est-ce c'est qu'il est encore pas là une question de sémantique, là. Ça, c'est pas, ouais, c'est pas du tout. hein. Non, mais non, Non, mais c'est pas sémantique. On peut dire dans l'histoire qu'il a été là. et Bélénice qu'il a dit part. il faut que, finalement qu'on garde Riche Pense là parce que ça permet aux jeunes de savoir que Riche Pense, etc. Oui, c'est Parce que le l'histoire. fond ne s'appelle plus Riche Pense. Enfin, on a Non, dépassé le sujet. mais c'est l'histoire. Ah, oui. Sinon, on la change aussi. hein. Oui. Mais ceci dit, en Guadeloupe, en tout cas, ça mérite un travail, puisqu'on parle des rues, des quartiers. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de quartiers qui ont des noms, Des noms je dirais, de- un peu fantaisistes. Oui, bien sûr. Des fois des noms de fleurs, Mais etc. ça évolue. Et les alors communes. que je pense qu'il y a beaucoup de personnages
ou voire même de personnalités, en tout cas de personnages qui auraient mérité... Vous savez combien de général de Gaulle qui est en Guadeloupe? Voilà. Bon, il faudra compter. Il faudra compter. Mais en tout cas, non, mais le travail a déjà commencé. On arrive à la fin. Bon, en tout cas, on vous remercie d'être venu comme chaque vendredi. Vendredi, alors, on sera peut-être à Marie-Galante. Ah bon? Donc on nous emmène? Alors oui, normalement, c'est prévu. Ah non, c'est le 14 février, c'est la fête des amoureux. C'est vendredi. Ah non, c'est l'autre vendredi. Ah d'accord, le 21. C'est la fête des amoureux, c'est vrai. Bon, donc je viendrai le 21. Nathalie n'est pas disponible ce jour. Je ne suis pas disponible. Je ne suis pas disponible le 14. Je suis amoureuse. D'accord, bien. En tout cas, je vous remercie. Il est 13h30. On a terminé. On va juste faire le premier sujet. Je vous fais voir la carte de jouvence. C'est un reportage de Charlie Dagounia. C'est parti. Tac. Bon, je pars parce que mon amoureux m'attend justement. Déjà? Mais c'est pas... Alors c'est un moment de recueillement aujourd'hui, on se retrouve avec des seniors et chaque année nous avons un dispositif qu'on appelle Jouvence et donc nous avons près de 580 bastériens qui remplissent les conditions pour avoir cette carte Jouvence et chaque année on remet cette carte Jouvence. C'est une forme de solidarité, de reconnaissance envers nos seniors et donc c'est un partenariat que nous avons avec des structures à Basse-Terre, que ce soit coiffure, que ce soit esthétique, que ce soit le domaine du sport, vestimentaire, qui permettent à ces personnes de bénéficier de ce dispositif et d'avoir donc une série de dispositifs qui leur permettent d'aller chez le coiffeur, l'esthéticien. Nous avons également un dispositif où on incite l'activité physique chez les seniors. Vous savez comment c'est important l'activité physique. La carte Jouvence, c'est un dispositif qui existe depuis des années à Basse-Terre, mais c'est un dispositif qui est là vraiment pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. Alors c'est vrai que c'est fort d'une observation de professionnels sur le territoire qu'on a pu observer effectivement que l'une des premières causes de l'isolement des personnes âgées, c'est notamment le fait qu'elles s'occupent de moins en moins d'elles, elles prennent moins soin de leur personne. Et fort de cela, on a dit, ben tiens, pourquoi pas, je parle de la philosophie bien entendu du dispositif, pourquoi pas leur permettre d'avoir accès plus facilement et plus librement à des activités. Nous avons le dispositif Anka qui permet le week-end pour les familles isolées d'amener des repas chez des personnes qu'on a repérées comme étant isolées parce que la famille proche n'est pas sur place. C'est bêtement, parfois le fils travaille à Jarry, la fille est à Paris, donc on se doit d'être solidaire avec ces personnes qui ont tant donné, comme je le dis, qui ont construit Basse-Terre, qui ont fait que Basse-Terre est là actuellement grâce à ces seniors qui ont chacun dans leur domaine, porter toute une contribution pour permettre de construire Basse-Terre et on se doit d'être reconnaissant, d'être solidaire avec ces seniors de Basse-Terre. Pendant notre analyse des besoins sociaux aujourd'hui, on a pu voir que la population de Basse-Terre est quand même une population vieillissante. Donc aujourd'hui, il faut vraiment qu'on s'axe dans des activités qui permettent à ces personnes, en tout cas, de garder leur autonomie, de garder leur lien social et pouvoir continuer à évoluer sainement au sein de notre société bastérienne. Ça se passe très bien, nous discutons de choses et d'autres. Et la carte Jouvence, justement, on en profite pour aller se faire belle, aller chez le coiffeur, aller chez l'esthéticienne, aussi chez le podologue. Pour ma part, voilà. Ça nous facilite la vie et surtout quand on va avec leur carte chez le coiffeur, chez l'esthéticienne, chez le podologue, on paie la moitié. C'est déjà un bénéfice que nous on fait. Pour aujourd'hui, on se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités, Marilène Ferdi, Manik Siaotitika, tout de suite. Merci et à vendredi prochain. Nous sommes revenus après le BMG, le boucantage du vendredi, avec nos prochaines chroniqueuses, Manik Siaotitika, bonjour. Bonjour. On va parler de quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, donc, on va revenir donc, sur cette thématique que j'avais annoncée, balai des cœurs et des masques, puisqu'il fallait absolument que nous fassions... que nous coupions en tout cas la poire en deux, ou la banane, ça va être mieux. On va en parler dans un instant. Oui, on va localiser notre expression. On a Marilène, le journal du Carnaval libre, le JCM. Alors aujourd'hui c'est spécial, c'est l'esprit masse, on aura notre teaser masse et on va démarrer à partir d'aujourd'hui le décryptage avec un groupe qui sera à l'honneur. D'accord, on prend un petit tour sur l'actualité, sur la relance des agrumes parce que le problème du citron se pose, ce n'est pas qu'en Guadeloupe, le CIRAD essaie de régler le problème. On regarde ce reportage de Solène Fèvre, c'est parti. On est présent aujourd'hui ici parce qu'on souhaite relancer
la production d'agrumes en Guadeloupe. Une maladie, le citrus greening ou Wang Longbing, abréviation HLB, est arrivée en 2012 et a ensuite entraîné le déclin de la filière avec la mort de la plupart des arbres. Donc il y a un temps assez important qui s'est écoulé, mais au cours de ces années, on a mis en place différentes actions de recherche pour essayer de trouver des solutions, soit au niveau variétal avec de nouvelles variétés, soit au niveau des pratiques culturales qui consistent à améliorer l'irrigation, la nutrition, la taille des arbres pour permettre de vivre avec la maladie. Malheureusement, ça a été très fulgurant, hein. On peut penser qu'en 3 à 5 ans, on a perdu une très grande partie de notre production et aujourd'hui, 10 ans après les premiers travaux donc, qui ont été réalisés par la recherche, malheureusement le constat est là, la Guadeloupe ne produit plus d'agrumes, hormis encore un petit peu de lime de Tahiti, de notre citron habituel, et malheureusement toutes les autres particularités d'orange, de tangelo, de pomelo, de pamplemousse, de clémentine ont malheureusement disparu des marchés. On a des parcelles sur Neufchâteau, mais également sur la station de Rougeole, avec des citrons verts qui sont plantés depuis plus d'une dizaine d'années et qui produisent entre 20 à 25 tonnes hectares. C'est une production assez importante et pour des arbres relativement âgés. Pour d'autres variétés, comme la mandarine, l'une des mandarines que nous avons sélectionnées, on peut espérer arriver également à tenir pendant plus d'une dizaine d'années. Il faut savoir qu'un arbre, normalement, un agrume peut tenir plus de 30 ans. Mais avec la maladie, aujourd'hui, on ne sait pas aller au-delà, avec certitude, au-delà de 10-12 ans. Il serait dommage que la Guadeloupe ne puisse produire son propre citron. Et clairement, la profession agricole va essayer de se positionner pour un redémarrage de la culture. Pour ça, il va falloir des encadrements techniques communs et puis donc un accompagnement des scientifiques et une vision financière à long et moyen terme pour pouvoir accompagner ces producteurs qui vont prendre un risque, certains, à vouloir reprendre cette production, mais il est urgent néanmoins de reconquérir ce marché. C'est clair que nous avons besoin de citron en Guadeloupe et donc le travail qui va être fait par le CIRAD est important, mais ça prendra du temps puisque depuis une dizaine d'années, je me souviens d'un endroit qui s'appelle Bois-Ripoux à Baïf, il y avait des citronniers à longueur de vue et puis maintenant il n'y en a plus, mais ça reviendra. Bien, on va quitter le sujet et on va parler de la chronique du 7 février de Manic Générique. J'ai fermé les yeux et j'ai enfoui ma tête dans l'eau. Mes cheveux flottaient à la surface, me remerciant de les avoir libérés. Ils se laissaient porter et leur repos était bien mérité. Quant à mes oreilles, curieuses, elles essayaient de percevoir les grondements des vagues de la plage de Courcelles à l'île de Marie-Galante. Mes pieds, qui ne recevaient que très peu d'affection, se laissaient séduire par les baisers des petits poissons, aussi blancs qu'invisibles au-dessus du sable. C'est 9 ouvrages. Tout à fait. C'est ça. C'est-à-dire que comme on voulait vraiment fonctionner par thématique, donc depuis janvier, on a commencé avec 9 ouvrages. Oui. Là aussi, au mois de février, 9 ouvrages sur la thématique donc balai des cœurs et des masques. Donc on va osciller entre le carnaval, entre des ouvrages qui vont parler du carnaval et des ouvrages qui vont parler d'amour. Alors ça peut être de l'amour soft, ça peut être de l'amour érotique, on aura aussi un peu de Eros. Alors je ne sais pas si ZCL m'autorisera à passer des extraits d'Érostase. Pourquoi pas? Il n'y a pas de censure à ZCL. Pas de censure. À cette heure-là, quand même, c'est compliqué. Oui, mais bon, les collégiens sont sortis depuis midi. Voilà, on va être vigilant quand même là-dessus. Ils sont pas là. On va regarder ça, on va écouter ça. C'est parti.
Il en manque 2, bah écoute, c'est pas grave. Bon, alors c'est une belle université et on va écouter un extrait quand même. On va écouter le premier extrait, c'est l'occasion qui fait le larron. Je vous laisse découvrir l'extrait et je sais que ça va faire réagir. Entre à la maison. Jean-Marc a une maîtresse depuis 18 ans, dont il a 2 enfants. Il existe un cloisonnement assez étanche pour l'une des 2 familles. Le premier ménage, femme et enfants, ne soupçonne pas la double vie de Jean-Marc. Sa maîtresse est l'amie, la confidente. Elle connaît les détails les plus intimes de la vie de Jean-Marc. Il est l'archétype du macho. Il estime avoir installé son épouse dans un confort matériel, lui avoir donné de beaux enfants, une belle maison, donc elle n'a plus de besoin. Ceci est la vision du bonheur de Jean-Marc. Je paye, donc je suis le boss. Ma femme, ma maîtresse, je suis heureux, ainsi va la vie. Ceci serait merveilleux dans un autre monde, mais il y a toujours un grain de sable qui renvoie à une autre réalité, que sont la vanité, la jalousie et l'envie. La maîtresse, elle se prénomme Janine. C'est une belle métisse, elle est médecin, elle vient de Paris. Janine a des jumeaux, Tom et Jerry. Janine est une femme moderne, elle assume son rôle de maîtresse, elle élève seule ses garçons. Mais Tom et Jerry ne sont pas de cet avis. Ils n'apprécient pas l'absence de leur père. Il y a une 20aine d'années, Jean-Marc est un jeune marié. Il se rend à la fête du crabe à Morne-à-l'Eau lors du week-end de Pâques avec des copains. Voilà. Je connais Jean-Marc, c'est pas... Enfin, je ne dis rien. Toute ressemblance avec des personnages ayant existé, je sais pas. D'accord. Donc on voit bien qu'on est, en tout cas, l'histoire est vraiment ancrée dans l'environnement guadeloupéen. Et voilà, c'est ce qu'on appelle l'amour pluriel, Jocelyn Christopher. Oui, donc. Voilà. Il nous propose vraiment un ouvrage avec une vision de l'amour qui prête à sourire quand on n'est pas dans le cas. Mais c'est vrai que c'est un petit peu douloureux et voilà, c'est pas parce qu'on parle du mois de l'amour avec la Saint-Valentin qu'il faut pas aussi parler d'histoires qui peuvent fâcher. C'est aussi l'amour que de dévoiler les secrets. Alors, Vaval maintenant. Vaval, c'est parti. Le roi Vaval. Un jour, le roi de Mascarade, invité par d'autres pays pour montrer ses beaux costumes, fit la connaissance d'une belle princesse des pays du Sud. Là-bas, on aimait beaucoup s'amuser. Ayant trouvé la reine de ses rêves, il décida de l'épouser. Et aux costumes bariolés vinrent s'ajouter des musiciens aux instruments les plus étonnants. Tambour, trompette, maracas, cloche, timpane. Le roi et la nouvelle reine eurent un fils. Ils décidèrent alors qu'ils devaient choisir un jour où on fêterait son anniversaire par un majestueux défilé. Comme il était né un dimanche, ce jour fut appelé Dimanche Gras. Le roi et la reine s'étant mariés un lundi, ils décidèrent de poursuivre les festivités de carnaval le lundi suivant le Dimanche Gras. Ainsi, du dimanche au mardi gras, tout le monde s'amuserait en l'honneur du roi de Mascarade, de son union avec sa belle reine et de leur prince. Nadine Cornélis, c'est une Guadeloupéenne. Nadine Cornélis, c'est une Guadeloupéenne, tout à fait, enseignante en maternelle qui effectivement aime à
personnifier en tout cas les personnages, et à travers la véritable histoire du roi Vaval, c'est vraiment la volonté en tout cas d'expliquer aux plus jeunes, enfin en tout cas d'être dans le merveilleux et d'expliquer donc l'origine du carnaval. Donc on voit bien que même pendant le carnaval, il y a des histoires d'amour, puisque Mascarade rencontre sa reine et ensuite ils font un prince. Donc selon les jours de naissance et les jours de mariage, on a lundi gras, mardi gras, et par la suite on découvrira qu'il y a également la naissance de mercredi décembre. Alors on va voir Conte-à-Case. Conte-à-Case, oui, la principauté de Sainte-Anne. Oui. A commencé à prendre plaisir, écouter musique. Mais la fin commencé à changer musique là petit à petit. Et chauffer musique là. Il jouait valve, il jouait mazouka, il jouait biggie, il jouait roca et musique là chauffé. Mouton pâté pékindé, il dansait, tête à parti. La fin qu'a chanté. Man la pe ka volle di lo, ka volle di lo, ka volle di lo. Man la pe ka volle di lo, ka volle di lo, ka volle di lo. Man la pe ka volle di lo, ka volle di lo, ka volle di lo. Tellement Mouton t'es content, il pas te qu'à comprendre rien à de chansons là. Et pendant ce temps, man la peine te qu'à prendre l'oreille, il remplit tout baril à Maria, il écrit. Il pas ici quoi. Là, on voit la paix parti, il laisse Mouton là, cabou. Après tout ça, oui, madame, yo allez dormir, kabay blague, assez quoi, mon corps. Le lendemain, Missy Loua, qu'arrivé au bon malin. Et qu'à voir malin, presque pas ni l'eau. Là, vous voyez, demander Mouton, qu'est-ce qui passait? Mouton dit, c'était pour moun pas venir là, parce qu'il pas fait mes yeux en nuit là. Il est quoi? Alors, voilà dit, qu'il bat Cabrit veille malade. Cabrit plus sérieux. Mais, la paix fait Cabrit même vite là. Là, vous voyez Cabrit, tant de musique là, il mettait En livre, et alors il faut savoir quand même que Conte-à-Case, pour moi, c'est un des précurseurs du livre audio, puisqu'il travaille toujours sous le format CD. Tout à fait. Donc c'est vrai qu'on peut toujours retrouver ces contes en format CD. En général, il y a un CD à la fin du livre, et c'est vrai que nous, avec l'autorisation de monsieur Edgar Ferrus, on travaille ensemble. Nous avons récupéré ces CD pour pouvoir les mettre en format audio numérique et pour qu'on puisse les écouter sur un support un peu plus moderne, comme le téléphone ou la tablette. Voilà. Alors, le petit mot sur le concours. Alors, le concours, donc la clôture, c'était hier, avec plus d'une 50aine d'inscrits. Donc les textes seront distribués là dans les prochaines heures, les extraits. Donc ça sera le chant des fromagers de Sébastien Matoura-Parsad, le gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain, et quand la montagne explosera d'Eddie Broussillon. La volonté vraiment de proposer d'autres textes que ceux qu'on a l'habitude d'entendre, avec un concept, puisque là nous avons déposé à l'INPI, donc ça va s'appeler, ce concours portera désormais le nom de l'écho des voix, pour la simple et bonne raison que c'est un concours à l'aveugle. Le jury ne verra pas les candidats. Le territoire est tellement petit, on connaît tellement tout le monde, que pour la peine... Non, les yeux bandés. Le jury, en tout cas, donnera dos aux candidats. Ils auront leur petit bandeau, tout et tout. Mais je veux vraiment que, voilà, c'est un concours de lecture à haute voix. L'objectif, c'est de ne pas juger sur l'apparence ou autre chose. En tout cas, vraiment qu'on soit impartial. Et comme c'est la voix qui est jugée, chacun devra donner le maximum pour qu'à travers sa propre voix, il puisse séduire le jury. D'accord. Et tu avais deux petits mots sur la Désirade. Oui, deux petits mots sur la Désirade. Alors c'est vrai que vous avez reçu il n'y a pas longtemps Olivier Amiat pour la journée des jeunes de plus de 60 ans, de 60 ans et plus. Alors j'interviens en tant que psychologue sur le territoire, sur la Désirade le lundi. Et je tiens vraiment à saluer le courage de ces jeunes de 60 ans et plus, parce que j'estime que vivre à la Désirade, c'est vraiment faire preuve de résistance quand on voit qu'il n'y a aucun système de santé en place. Voilà. C'est-à-dire que moi, j'ai pas le mal de mer, mais voilà, ça secoue quand même, mais j'y arrive. Mais demander
à nos seniors de prendre le bateau pour aller voir le médecin, j'appelle ça de la maltraitance, tout simplement. Donc je crois qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se pose les bonnes questions. J'ai eu l'occasion de recevoir le maire ici, ils se battent pour ça, Madame Roubaix aussi, mais ça n'aboutit pas pour l'instant. L'ARS ne bouge pas vraiment. Sommes-nous français ? Je pose même pas la question. Voilà, merci. Voilà, il est 13h55. Maintenant, c'est le JCL générique, c'est parti, et Marilène va prendre la parole. Bonjour Marilène. Bonjour Danick. Bonjour M. Thermosiris. Bonjour monsieur. Responsable du Point. Alors aujourd'hui déjà on va rendre hommage à une personne qui est à l'origine de cette chronique. 2 personnes. Alors déjà Monsieur Collomb, qui était venu à la même période nous parler, retracer l'histoire du carnaval et qui m'a suggéré de consacrer une chronique beaucoup plus longue au carnaval, tellement il y avait des choses à dire. C'est vrai, c'est vrai. Et la deuxième personne, c'est Rudy Benjamin qui m'avait dit, mais ça serait bien que tu fasses quelque chose à la télévision, dans ta chronique, pour pouvoir décrypter le carnaval, parce que les gens, ils ont tendance à résumer le carnaval uniquement au déboulé et au costume. Et donc, je veux déjà rendre hommage à une personne, celle qui a disparu, mais qui, de là où il m'entend, c'est Rudy, voilà, c'est fait. Et M. Collomb, qu'on sera amené, qu'on recevra, peut-être 1 ou 2 fois, pour qu'il puisse nous parler encore une fois du carnaval. Et sinon, en attendant, on a choisi un groupe de carnaval, donc point d'interrogation, pour pouvoir nous accompagner dans ce décryptage. Et donc, je propose que l'on passe une première vidéo pour qu'on sache un peu, pour ceux qui ne connaissent pas point d'interrogation, et une idée de qui ils sont. Alors la première question, elle est pour toi, Patrice. Bonjour, Patrice. Bonjour. Alors moi, j'aimerais comprendre l'origine du nom, le point. Voilà, le fameux point qu'on peut voir ici sur mon t-shirt. D'où il vient? Il y a 35 ans de ça, les créateurs, donc faisaient partie Rudy Benjamin, Georges, Luce, Eric Nabajot et Alain Momba. Il y a eu aussi Frise Duncan, beaucoup de personnes qui sont issues d'Akio, pour beaucoup. Ils ont décidé de créer un groupe, mais ils n'avaient pas encore de nom. Donc ils ont dit, on cherche, et puis pour l'instant, on met un point d'interrogation sur le drapeau, et on verra après. Et depuis, 35 ans de Sadio, et 35 ans c'est le point d'interrogation, et puis c'est resté. Pourquoi pas? Alors, le point d'interrogation fête ses 35 ans aujourd'hui. 35 ans, c'est l'âge de la maturité, je pense, pour un groupe. Qu'est-ce que vous avez prévu pour cette 35e année? Beaucoup de choses. On a déjà commencé à faire pas mal de choses, notamment la Junatimoun, qui a eu un franc succès. On tient surtout à faire connaître à nos enfants qu'est-ce qu'est l'esprit masse, qu'est-ce qu'est l'esprit du carnaval aussi, en général. Et il ne suffit pas de dire dans la cour d'école, oui, je suis dans le point d'interrogation, oui, je suis dans tel groupe. Non, il faut quand même connaître l'histoire et attirer les enfants. De leur trouver une activité, parce que franchement, pour moi, enfin pour nous du moins, c'est l'avenir du point d'interrogation. C'est comme ça, tout jeune, on a fait avec nous, et pourquoi pas transmettre aussi l'idéologie du masque, l'idéologie du point d'interrogation. Donc, il y a ça. On fait aussi, justement, on invite les anciens, ceux qui sont toujours là, ceux qui ont été là depuis la création, justement qui est vraiment un échange entre les nouvelles générations, les personnes qui n'ont pas connu d'où ça sort, le point d'interrogation, comment ça a été fait, pourquoi aujourd'hui nous sommes à presque 1600, ils ne sont pas partis de 1600, il faut bien croire, ils sont partis peut-être d'une vingtaine, et aujourd'hui nous sommes à ce nombre-là. Et pourquoi aussi on a une telle exigence, notamment le costume et la musique. Donc, bien sûr, à ça, il y aura le Concari, on va faire un village. Donc, il y aura beaucoup d'animations. Beaucoup d'animations. Alors, la question de toute façon, elle sera, comment expliquer
À ce jour, 1600. Alors, Danick, je tiens à préciser, il a dit oui, il y a 1600. Alors, on va préciser, c'est 1600 membres à jour de leur cotisation. Ça veut dire qu'ils ont un badge qu'ils ont payé. Et je ne parle pas des sympathisants. Alors, les sympathisants sont les gens aussi qui payent une cotisation, qui n'est pas la même, mais qui ne déboulent pas. Et donc, moi, je me pose la question, est-ce que c'est lié à la musique? Et pour ça, j'aimerais qu'on voit la deuxième vidéo, la deuxième et troisième vidéo. Non, ça fait gros, ça. Alors on peut voir à l'écran ce fameux rituel de l'encens. Donc les groupes répètent la veille, l'avant-veille, donc les musiciens. Ça c'est le jour du défilé, donc le dimanche. Et on regroupe tous les tambouillés, déposent leur instrument. Et il y a ce fameux rituel de l'encens et que je n'ai vu nulle part, autre qu'au point d'interrogation, d'où ça vient. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement ce rituel de l'encens? En fin de compte, on a, vous savez, beaucoup de croyances en tout. Hein. On dit, c'est l'esprit, et nous, surtout l'esprit du tambour. Et vous savez, nous sommes connus surtout par rapport à notre musique, comme tous les groupes. Hein, chaque groupe a sa propre musique, son propre style du moins. Et rassembler nos tambours comme ça, pour moi, c'est mettre en avant l'esprit du tambour, vraiment montrer aux musiciens que c'est le moyen de communication que nous avons, nous, le point d'interrogation, notamment quand on déboule. Il ne s'agit pas que de chanter, mais c'est le tambour qui, par son esprit, par sa vibration, dégage une énergie et qui fait qu'aujourd'hui, que nous sommes toujours là. C'est vrai que dans tous les groupes de carnaval, bien sûr, on a la musique, mais nous, pour l'intérêt, c'est vraiment le tambour. Quand on voit les images au départ, tout le monde essaie pour écouter, pour voir est-ce que ça a bien sonné, donc on se met déjà dans l'esprit, rien qu'en jouant au niveau des musiciens. Et là, il n'y a que les musiciens, mais vous allez regarder à côté aussi, il y a des danseuses, il y a des personnes qui viennent. Il y a bien sûr, il y a beaucoup de des membres d'autres groupes qui viennent écouter la congrégation jouer, partager avec nous cette musique-là pour certains, parce que voilà, on aime ça. Le point, c'est de quel quartier Alors, au départ, la naissance n'a pas été faite à Chauvel. Et bon, depuis, ça fait à peu près 8 ans, nous sommes à Petit Pérou. Oui, après le terrain de tennis de du gazon. Là. Dimanche, vous êtes où? Dimanche, nous sommes à Pointe-à-Pitre. Alors, je finis avec une dernière particularité du point, et ça, il n'y a que le point. Le point, traditionnellement, quand il déboule, il y a une thématique, mais le décryptage de la thématique se fait à partir de 3 styles de costumes. Il y a les fouettards, où ils ont un costume particulier. Les danseuses avant les musiciens, qui ont un costume différent des musiciens et différent des danseuses après les musiciens. D'ailleurs, ça va être le cas dimanche. On ne va pas dévoiler plus que ça. D'où vient parce que ça, c'est propre à vous, et ça, c'est votre marque de fabrique. Mais justement, les anciens, les Nabajotte, Rudy Benjamin, les Bombay, notamment des Lucien Georges. Ils avaient pour eux, l'esprit était de poser une question. Ce n'est pas faire d'une tenue pour une tenue. C'est-à-dire que c'est découpé en 3 tableaux. Dans le premier tableau, c'est une question qui pose. Le deuxième tableau, donc le premier tableau, bien sûr, ce sont les dames de devant, avec le fouettant. Le deuxième tableau, les musiciens, c'est là où ils apportent la réflexion. Et le troisième tableau, derrière, donc ils sont derrière, c'est où il y a la réponse. Donc,
toutes les consignes sont pensées comme ça. Une partie, c'est une réflexion qu'on pose, l'autre partie, c'est la réponse. Et voilà, c'est ça. C'est Voilà. comme ça. Merci, mais rendez-vous dimanche à partir de... Oui. On part à 17h. 17h? Oui, 17h. Tout point tapite? Tout point tapite. La sécurité est assurée? On n'a pas le choix, il le faut, puisque de toute façon, c'est moi qui suis responsable. Donc, je suis très exigeant parfois. Oui. Et on est obligé, parce qu'au jour d'aujourd'hui, un coup attrapé, on porte plainte et on est obligé de faire. C'est pour ça que j'invite tout le monde. Vous savez que vous allez être surveillé par drone? Ah oui, moi, ça ne me dérange pas, on ne fait pas de bêtises. Mais je comme faire un message passé pour les personnes qui viennent regarder le carnaval. Oui. Vous voyez les fouettards, écartez-vous. Et par sécurité, je sais que vous êtes pressé de voir ou que vous voulez voir le coin, vous voulez voir, même pour les autres groupes, hein. Mais par sécurité, écartez-vous, retenez vos enfants. Pour l'instant, c'est que ce que je peux vous dire. Et faites attention à vous. Merci, le rendez-vous est pris. Alors, je rappelle qu'on a fait le BMJ aujourd'hui avec Jean-Claude Rode, Jacques Dancal, Olivier Lancien, Nathalie Dinan. On a parlé de la presse de Hayot, du SMAG, de Cannes, de Trump et aussi de Olympe, la pièce Olympe. Tu as vu Olympe déjà? Je vais le voir demain. Oui. Il faut ne pas rater, c'est vraiment une bonne pièce. Nick Chiarotti, aujourd'hui, on a fait Carnaval et aussi. L'amour pluriel. L'amour pluriel, on a parlé de la maîtresse et on a fait un petit découpage de l'esprit masse avec le point qu'on a reçu, M. Patrick Thermosiris. Merci d'être venu. Qui n'est pas à l'écran d'ailleurs, puisque ce n'est pas lui qui est à l'écran. Non, malheureusement, il y a eu un petit problème de photo, mais enfin bon, l'important c'est que le vrai soit là. Et on le remercie. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation est assurée par Yann avec le soutien de Evans. Et nous, on vous retrouve lundi. Bon week-end, bon carnaval. Et comme je dis chaque vendredi, l'on prend la route. Pas la route. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci, bon week-end à vous tout le monde. Merci. Merci. Thank you.